Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Elle est enfin arrivée. C'est l'heure des playoffs NBA qui commencent pour nos Celtics dès samedi 21h30. Heure en plus de ça très sympathique. Premier tour qui nous opposera à peut-être, ce qui est une surprise quand même, à Atlanta qui s'est défait du Heat sur le match de play-in. Pour ce faire, la preview, je suis avec Elias et Titouan. Salut les gars, comment ça va? Salut Pierre, ça va très bien. Salut Pierre, salut Titouan, salut à tout le monde. Ça va, content d'être débarrassé de cette saison régulière qui traînait un peu du pied sur la fin et c'est parti pour les playoffs. Hein. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que pour vous aussi, ça traînait un petit peu en longueur, Ah cette ouais, histoire, c'était loin. les À 15 partir de derniers l'All-Star matchs? Break, Il y a peut-être un mois en trop quand même. Rien que le pour All-Star ça. Break, on commençait à perdre des matchs compliqués, enfin compliqués, qu'on ne devait pas perdre et tout. C'était un peu long sur la fin, donc ouais, content que ce soit fini. Ouais, puis je trouvais que même quand on gagnait, c'était pas. Ouais, parfois c'était un peu poussif quand même. Donc, Ouais, puis en fait l'année dernière, on a eu l'effet grosse série de victoires, gros retournement de saison, donc on l'a pas senti, mais c'est vrai que enfin, toutes les années, c'est la même chose. Hein. À partir de février, la saison devient de moins en moins intéressante. Et là, on l'a vraiment ressenti, donc c'est fini, enfin. Alors, l'occasion pour nous, dans ces previews, donc de parler et de l'adversaire et bien sûr de nous, vous donner un petit peu les clés, les grilles de lecture pour ce match qu'on va regarder de façon attentive. On va commencer tout de suite à mettre les pieds dans le plat. On va parler de cette équipe des Hawks qui, donc, comme je le disais juste avant, ont battu le Heat sur le match de play-in donc à Miami, hein, parce c'était Miami qui avait l'avantage du terrain. Euh, Est-ce que c'est vraiment une surprise? alors c'est vrai que beaucoup s'attendaient, et moi le premier, je m'attendais à ce que Miami passe parce que les deux gros points majeurs, c'était Eric Spoelstra et Jimmy Butler qui a une faculté quand même depuis quelques années à se transformer quand il arrive en playoff. Mais au final, bon bah, ils étaient pas encore en playoff, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Mais, mais en tout cas, oui, du coup, bah, Jimmy Butler a pas réussi à porter l'équipe. Et au final, les doutes qu'on a eu toute la saison sur le Heat, ils n'ont pas réussi à les effacer sur un seul match. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de surprises, mais avec le recul, quand on y repense, qu'on regarde un peu la saison du Heat, comme tu le disais, Pierre, on en parlait un peu en off, on avait l'impression qu'ils étaient toujours très fatigués toute la saison, qu'ils tiraient un peu la langue. Et c'est vrai qu'au final, avec le recul, on se dit que c'est pas une si grosse surprise que ça, surtout sur un match sec. Ouais, bah, je suis Elias? plutôt d'accord avec Titouan. Je sais que Johan était très insistant sur le fait qu'il pensait que les Hawks pouvaient gagner et allaient gagner. Et effectivement, bien joué à lui pour la prédiction. C'est pas une énorme surprise. Hein, je pense on avait tendance à énormément surcoter le hit, comme le dit Titouan. Spoelstra plus Jimmy Butler, ça fait peur. Mais c'était une très mauvaise équipe. Hein. En enlevant les équipes qui tankaient, c'était la moins bonne équipe offensive de la ligue, d'assez loin d'ailleurs. Donc franchement, c'est pas très étonnant. Tu as parlé d'avantage sur du terrain, j'ai vu le match. Franchement, le stade est rempli à moitié. Donc c'est plus vraiment un avantage à ce niveau-là. Puis Atlanta a montré qu'ils savaient jouer et voilà, c'était pas une énorme. Enfin, c'est une surprise, mais c'est pas non plus David contre Goliath, quoi. C'est pas voilà. Et pour le contexte, on enregistre juste avant le match contre les Bulls pour déterminer le huitième, donc qui pourra aller se faire exploser contre les Bucks au premier tour. Donc on sait pas, ça se trouve la saison du Heat va être définitivement finie ce soir. On verra bien. C'est une possibilité, effectivement.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de leur saison? Parce que c'est vrai qu'ils ont été très actifs durant l'intersaison en faisant venir l'ami Dejan Temeray des Spurs, où ils ont lâché donc Gallinari avec 3 premiers tours hein, quand même. Ils ont payé cher pour l'avoir. Donc il y avait quand même des attentes qui étaient assez importantes sur cette équipe. Euh, Ils ont aussi, du coup, leur saison a toujours été un petit peu en mode montagne russe, avec des séries de victoires, des séries de défaites, etc., qui s'équilibraient toujours. D'ailleurs, finissent avec un bilan quasiment équilibré. Euh, Est-ce que ils ont récupéré aussi Sadik Bey à la trade deadline, un ajout supplémentaire pour encore essayer de rééquilibrer, pour au final se séparer de Ned McMillan et de mettre Quinn Snyder aux manettes, qui a un bilan qui est lui aussi très équilibré, parce que je crois qu'il a 12 victoires pour 11 défaites en 23 matchs. Comment on la juge cette saison des Hawks? Bon, une déception. Je pense que même si on demande aux fans, je pense que ils peuvent, même eux diront que c'est une déception, notamment d'un point de vue comptable. Je pense que tu t'attends pas à ce que l'équipe finisse dans le play-in et avec un bilan à peine à l'équilibre. Enfin, tout juste à l'équilibre. Ceci étant dit, je pense qu'il y a eu, comme on le disait, il y a eu enfin, comme tu l'as dit, il y a eu du mouvement au niveau du coach. Il y a eu des rumeurs toute la saison sur John Collins. Avant le début de la saison, pendant la saison, il y en aura encore cet été à coup sûr. Il y a eu ce trade pour Sadiq Bey, Bogdan Bogdanovic qui enfin qui fait de belles choses, mais peut-être il y a peut-être une petite déception sur l'apport réel de Bogdanovic par rapport au bruit que ça avait fait sa signature. Donc il y a quand même, je vais pas dire qu'ils ont des excuses, mais il y a quand même pas mal de choses qui peuvent expliquer cette saison assez moyenne. Ouais, Elias. Ouais, moi, leur saison, je la regarde un peu de. C'est un peu paradoxal, on va dire, c'est que ils ont eu un espèce de blockbuster trade cet été en venant venir quelqu'un qui était assez surcoté, on va dire, mais quand même un très bon joueur, en Dejounte Temeray. Et en fait, dès l'intersaison, ils ont fait ça, puis en même temps, ils ont lâché Kevin Huerter pour, je sais pas, un premier tour, quelque chose comme ça. Et enfin, ça, c'est une décision absolument catastrophique. Je pense que c'est un des pires trades de la dernière intersaison. Et donc, ça, c'est l'équilibre entre quelque chose, pourquoi pas, une bonne idée qui peut marcher et une idée catastrophique. Et c'est ce que donne leur saison. Il y a du bon, il y a du très mauvais. Ils sont quand même, faut le dire, très bons en attaque. Je crois qu'ils sont en 5 ou 6e dans la ligue, même 3e en termes de points par match. Mm. En défense, ils sont catastrophiques. Enfin, catastrophiques. Ils sont très mauvais. Euh, il y a un manque de, il y a 27e, un hein, manque de je crois. sérieux et d'expérience qui est quand même assez clair dans leur équipe. Enfin, leur plus grand vétéran, c'est Clint Capella, qui a 8 ans d'expérience. Tout le reste, c'est des 4e, 5e années grand maximum. Donc, il y a un manque de sérieux, d'expérience, d'investissement dans le jeu, et ça se voit vraiment. Enfin, ils n'ont pas envie de gagner, quoi. C'est la plupart des soirs, tu les regardes, on joue, on fait tourner, on essaie de marquer des paniers, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas vraiment de sérieux. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une surprise qu'il soit à ce niveau-là. C'est peut-être une déception pour les fans, mais je m'attendais pas à grand-chose de plus quand les deux meilleurs joueurs sont des, je vais pas dire des gens pas sérieux, mais ils ont pas le profil de superstars qui vont tout donner pour aller loin en playoff et gagner beaucoup de matchs pour moi, en tout cas. C'est vrai qu'il y a cette sensation dans ce roster des Hawks, enfin dans cette équipe des Hawks, que les outils en soi sont là. Sur le papier, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est vrai qu'il y a cette sensation qu'il y a un problème. J'ai envie de faire un parallèle pour nous, les fans des Celtics, avec la saison époque Kyrie Irving, la dernière saison de Kyrie Irving. J'ai Mm. un peu le sentiment que chez les Hawks, Heu, le matériel est là pour faire les choses bien, mais il y a un problème dans le vestiaire, il y a un problème de ne je sais pas, comme un manque de cohésion. On dirait vraiment qu'il y a, voilà, du Trae Young qui veut faire son truc, John Collins, ça fait 2 ans que on dirait que tous les Hawks veulent qu'il parte. Enfin, c'est bizarre. Un jour, on lui dit, «Tu vas être trade», le lendemain, on lui dit: «Non, tu fais partie de l'équipe». Enfin, c'est vrai on a l'impression que c'est plus profond que juste une mauvaise construction d'effectifs. Euh,
On attendait donc forcément beaucoup de ce duo de meneur combo, on va dire, avec Murray, Trae Young. Concrètement, je sais que vous avez regardé un peu les matchs des Hawks, et je sais que parfois ça a été douloureux. Euh, comment ça cohabite finalement? Parce que on sait que Trae Young, meneur héliocentrique, évidemment, tout gravite autour de lui, qui a un taux d'usage qui a un petit peu baissé quand même, qui était à 35 et est passé à 32,5, donc c'est pas non plus une grosse différence, mais c'est quand même notable. Est-ce que on se dit que quand on a ces deux joueurs-là, normalement au niveau playmaking, on est pas mal. Est-ce que ça se traduit sur le terrain ou pas tant que ça? Moi, j'ai plutôt l'impression que pas tant que ça, mais j'aimerais avoir vos avis, messieurs. Bah, en fait, ça se traduit dans le sens où les 2 sont très bons, ils ont leur playmaking, ils savent faire ce qu'ils font. Je les trouve vraiment pas compatibles, à 100. C'est des très bons joueurs, donc forcément ça marche et ça met des points, mais c'est pas non plus parfait et je trouve qu'il y a un manque de création de tout le reste. En fait, c'est bien d'avoir 2 meneurs qui savent créer, mais si le reste, ne fonctionne pas et ne sait pas créer la balle en main, ça sert pas à grand chose parce que les défenses peuvent s'adapter assez facilement et c'est ce qu'on voit. Enfin, je pense qu'un des succès principaux des Celtics, c'est parce que, enfin, on a genre 5-6 joueurs qui peuvent aller créer avec la balle. Heu, on voit les Hawks, il y a pas ça et leurs 2 principaux meneurs de jeu et de jeu sont quand même très différents dans le style et dans ce qu'ils veulent, faire sur le terrain et il y a un manque de ouais, je trouve que ça colle pas vraiment avec ce qu'ils voudraient faire, pour, avoir une cohésion, une cohérence d'équipe, il y a plutôt j'ai pas envie de dire, ton tour mon tour, mais c'est quand même presque ce qu'on voit, en attaque. Ouais, c'est exactement le terme que j'avais. Il y a vraiment ce côté, alors Dejounte Murray fait plutôt une bonne saison. Trae Young fait une saison qui est pas très bonne par rapport à ses standards et ce à quoi on peut s'attendre, mais on va dire que pour le commun des mortels, c'est pas une saison catastrophique non plus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a sur le terrain, on voyait qu'il y a vraiment ce côté, à toi, à moi. Et vraiment, Trae Young, qui est meilleur quand il a le ballon, Dejounte Murray qui est meilleur quand il a le ballon et quand les 2 ont pas le ballon, je ne veux pas dire qu'ils sont inutiles, mais on sent qu'ils ne sont pas exploités à leur plein potentiel. D'ailleurs, Trae Young, qui est passé de le pourcentage de tirs à 3 points que Trae Young prend, donc qui vient d'une passe, était de 22% l'année dernière, donc ce qui est normal puisqu'il prenait Mhm. énormément de pull-up. Cette année, il est passé à 33%, donc il y a quand même une progression. Par contre, à l'inverse, son pourcentage a chuté. Alors, ce qui est un peu paradoxal, parce que normalement, Oui, oui, normalement, plus tu fais de catch and shoot, plus tu es censé, enfin, c'est censé être un tir théoriquement plus facile à mettre. bien sûr. Donc, je pense que ça explique pas tout, mais je pense qu'il y a dans ces chiffres, il y a un côté un peu mal-être. Enfin, voilà, il y a un côté, je pense, Trae Young est pas à sa place. Enfin, pas à sa place. Je veux dire, le fait d'avoir des gens de Murray à côté et que lui doit jouer un peu plus off-ball, je pense qu'il est pas à l'aise avec ça. Alors, est-ce que c'est une question d'adaptation? Voilà, il leur faut une saison d'adaptation et avec une intersaison ensemble, ça ira mieux après. Ou est-ce que c'est un réel problème et c'est synonyme d'un duo qui ne marchera pas? Ça, c'est l'avenir nous le dira. Je me permets de rebondir parce que je pense que Bien sûr. je pense qu'on c'était assez clair, assez visible dès le début. Beaucoup de gens le prévenaient et le disaient que ça risquait de ressembler à ça quand même le jeu, si vraiment il n'y avait pas une comment dire? S'ils croyaient pas à 100% à ce qu'ils faisaient, en ce que le coach voulait faire, ça marcherait pas. Moi, j'étais du côté quand même assez naïf peut-être de me dire que si ils avaient l'envie, qu'ils étaient d'accord sur comment jouer, que le coach était d'accord avec eux sur comment jouer, comment faire fonctionner l'équipe, ça pourrait marcher. Je trouve qu'on l'a pas vu. Ils ont quand même eu l'intersaison parce que le trade est quand même arrivé assez tôt dans l'été, il me semble. Oui, parce qu'ils ont eu le temps de Oui. faire, Ouais. tous leurs matchs, l'été et tout ça donc ouais, il y a le trade est arrivé assez tôt et qu'est-ce qu'on a vu? C'est juste, le deuxième coach, viré par Trae Young, en 2 ans et un nouveau coach Mm. à 20 matchs de la fin de la saison donc peut-être qu'avec Quinn Snyder cet été, ils arriveront à faire quelque chose mais vu le nombre de rumeurs qui commencent à tomber sur Trae Young et sur le fait qu'il soit peut-être disponible en trade, j'y crois pas énormément. Et juste aussi, je pense que Dejounte Murray, il a été vu, comme,
très efficace en tant que playmaker, en tant que scoreur dans un environnement qui lui était quand même très très favorable. Et je sais pas s'il retrouvera ce niveau avec quelqu'un qui joue avec autant le ballon à côté de lui. Je pense qu'il faudrait plutôt un profil, un 3 qui défend, enfin plutôt un Jalen Brown qu'un Trae Young, quoi, à côté de lui. Après, alors bon, c'est plus facile à dire maintenant avec le recul, mais je pense qu'une des erreurs des Hawks cet été, alors au-delà du trade de Kevin Huerter, c'est de ne pas avoir changé de coach en fait tout de suite cet été, de ne pas avoir profité du trade de Dejounte pour dire ok, on fait un pari sur Dejounte Murray sur le duo Murray-Trae Young. On en profite pour relancer un cycle avec un nouveau coach, avec voilà, un nouveau joueur Ouais, important. je suis d'accord. Surtout qu'ils ont changé de GM en même temps. Ils ont promu, on dit, je sais plus. Mm. Landry Fields, il me semble, qui s'appelle. Ouais, Et ça pouvait peut-être laisser penser qu'ils voudraient changer de coach et tout ça. Ils l'ont fait après une catastrophe. Une catastrophe. Je pense une ambiance interne très pourrie qui s'est finie en. Voilà, il se fait virer. Enfin, je crois qu'il voulait même. Enfin, je crois qu'il s'est pas fait virer. Il voulait plus être là, Nick McMillan. Donc ouais, peut-être qu'ils auraient pu changer avant. Je pense qu'ils croyaient peut-être au trade. Ils voulaient voir ce que ça pouvait donner avec ce coach-là, mais ça n'a pas marché, quoi. Question par rapport aux satisfactions, parce que là on a dépeint un tableau très noir quand même de hors-saison. Il y a quand même des choses positives. Je pense notamment à leur jeunesse. Une équipe qui draft quand même plutôt pas trop mal. Je pense à notre ami Hunter, je crois, Griffin, pardon, à Johnson, et surtout, c'est pour spécial dédicace à Titouan, c'est notre ami Onyeka Okongwu, Big O. Ouais, qui fait une très bonne saison et d'ailleurs j'ai tweeté il y a pas longtemps dessus. Bon, je m'étais peut-être un peu enflammé, mais j'avais dit que je ne serais pas surpris si dans les 2-3 prochaines années, Okongwu soit un des top 7-8 meilleurs pivots de la NBA. Je le trouve vraiment impressionnant dans la protection de cercle. Alors pour l'instant les minutes sont un peu limitées parce que bon bah il y a Clint Capella qui fait globalement une très bonne saison aussi. Mais oui, c'est vrai que plus globalement, ils ont beaucoup de jeunes, tu l'as dit. Ils ont une moyenne d'âge qui est assez faible. Beaucoup de jeunes. AJ Griffin fait globalement plutôt une bonne saison aussi. Jalen Johnson, qui avait un peu de mal sur son début de carrière, montre petit à petit quelques trucs, même si les minutes sont encore un peu limitées, mais il montre quand même de belles choses. Et Saddiq Bey surtout, l'arrivée de Saddiq Bey qui leur fait du bien et qui reste encore jeune, il a 22 ans, 23 ans je crois, un truc comme ça. Mm. Donc ouais, non, il y a beaucoup de jeunes. Après, voilà, faut réussir à organiser tout ça et petit à petit, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Trae Young est, alors c'est plus facile à dire cette saison alors qu'il sort d'une mauvaise saison, mais est-ce que Trae Young peut être le leader et le franchise player pour mener ce groupe de jeunes à franchir les étapes une à une? Ça, je ne sais pas. Elias, un avis sur cette jeunesse Ouais, d'Atlanta? bah, c'est un peu perdu dans l'histoire de cette saison parce que c'était un peu moins vrai récemment, mais AJ Griffin au début de la saison, c'était quand même le style de la draft avant l'explosion Mm. de Jalen Williams, c'est ça? Je confonds là toujours. Un des deux, C'est Jalen? Bref, ouais. le Jalen touffu à OKC et Kessler Edwards Ailier. non, Walker Kessler, pardon, à Utah, c'était le style de la draft, quoi. AJ Griffin qui a enchaîné des super matchs, des game winners, tout ça. À l'époque, Mm. l'ambiance avait l'air super à Atlanta. Ça s'est un peu moins vu en fin de saison, mais il a quand même fait une très bonne première saison. Je suis d'accord avec Titouan, je sais qu'il en a beaucoup parlé de Kongu, et c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder jouer. C'est le genre de profil, je me demande toujours pourquoi il joue pas plus. Je pense à Paul Reed à Philadelphie. Euh, il y en a d'autres, des big men qui sont très bons mais qui n'ont pas la confiance parce qu'ils font trop de fautes. Ça va arriver. Je pense que c'est une des courbes de progression que Robert Williams a connu, que tout ça, ça va arriver. Je pense qu'il a un beau futur. C'est vrai il est derrière Clint Capella qui fait encore une fois pour moi, un très très bon joueur. Il l'a montré contre le Heat sur le match de play-in. Il a juste
détruit les rebonds. Enfin, Bam Adebayo a pas joué du match. Il a fini avec 23 rebonds, je crois, un truc comme ça. C'est quand même assez fou. Donc ouais, il y a un futur là-dedans. Après, comme tu dis, toi, s'ils sont pas, pour moi, il y en a aucun de ces joueurs qui a un potentiel de All-Star même en fait peut-être. Donc il leur faut forcément, c'est des role players quoi. Il leur faut des très bons franchise players qui peuvent les mener vers le haut. Et pour l'instant, je suis pas sûr qu'on peut dire que Trae Young soit le meilleur exemple pour ça quoi. Je vous propose, messieurs, de passer maintenant au match-up qui va nous opposer et donc de juger un petit peu ce que vous allez regarder. Quels sont les matchs dans le match, comme on dit, sur lesquels vous allez porter spécialement votre attention? Alors ça va faire réponse peut-être un peu classique, mais la défense, alors c'est très global, mais surtout la défense sur pick and roll. Parce que Atlanta est l'équipe qui joue le plus de pick and roll, 21,4% de la totalité des actions. Alors après, ils ont une efficacité assez moyenne au scoring sur cette phase de jeu, enfin notamment au scoring de leur ball handler. Trae Young, il n'est que dans le 66e percentile en termes d'efficacité au scoring après avoir initié un pick and roll. Et Dejounte, c'est un poil mieux, puisqu'il est dans le 73e percentile, mais bon, c'est loin d'être impressionnant. Par contre, ils sont quatrième de toute la NBA au nombre de points marqués par leur rollman, donc par leur pivot, après un pick and roll. Ils sont à 1,26 points par possession, ce qui est très élevé. Et c'est dû notamment, comme Elias le disait, à Capella qui fait une très bonne saison et qui, en tant que finisseur sur pick and roll, lui est dans le 90e percentile. Donc là, c'est clairement du très haut niveau. Et donc, en plus, on sait que nous, les Celtics, défendre le pick and roll, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à faire. Donc c'est vraiment la chose que je vais regarder, c'est la défense sur pick and roll des Celtics et donc l'attaque sur pick and roll d'Atlanta. Donc vraiment ces phases de pick and roll, comment les Celtics les défendent, comment vont attaquer Atlanta. Est-ce que dans ces phases-là, on serait pas tenté de laisser un peu plus de place à Trae Young, quitte à ce qu'il pull up, sachant qu'on en parlait en off, Pierre, les pull-ups de Trae Young, parfois ça reste dans les têtes parce que c'est beau, mais c'est pas très efficace. Il n'a pas des pourcentages exceptionnels. Donc voilà, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à défendre un peu plus Capella sur la phase de rollman et laisser Dejounte Murray et Trae Young un peu plus libres pour qu'ils puissent prendre des pull-ups sur des tirs, des longs 2 qui sont pas très rémunérateurs, on va dire. Hmm. Ouais, Elias? j'aime bien ce que Titouan dit. J'aimerais bien un peu rajouter parce que j'ai aussi noté là-dessus. Pour moi, il y a deux choses importantes pour le pick and roll, pour défendre le pick and roll, pardon. Ça va être déjà de voir si Al Horford peut rester sur Trae Young. C'est-à-dire que si on switch tout bêtement le pick and roll, est-ce que Al Horford a les jambes pour défendre en 1 contre 1 et que ce soit pas catastrophique? C'est possible, on l'a vu, hein, il sait le faire. Il l'a fait contre des très bons joueurs, donc du même profil, donc pourquoi pas. J'ai aussi un peu re-regardé les confrontations qu'on a eues contre les Hawks cette saison. Et quelque chose d'intéressant que j'ai vu, c'est que Joe Mazzulla aime bien complètement mélanger les défenses et faire commencer par exemple Marcus Smart sur Clint Capella ou John Collins pour que une fois Hmm. que les Hawks commencent leur pick and roll, on va dire que Clint Capella pose l'écran et qui défend Trae Young, c'est Derrick White, et qui défend Clint Capella, c'est Marcus Smart. On switch à cet écran. Bon, on a Marcus Smart sur Trae Young. Franchement, ça me dérange pas. Enfin, je pense que ça dérange plus Trae Young que ça dérange Marcus Smart. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait et qui peut être quand même vachement efficace. Je pense que ce qui va être important, c'est la diversité des schémas défensifs qu'on peut apporter sur ce pick and roll, pas répéter tout le temps la même chose parce que sinon, ça va être. Enfin, Trae Young est quand même un assez bon joueur pour, euh, pour exploiter ça. Donc, il va falloir voir ça. Et pour moi, une des autres choses importantes de ce match-up-là, surtout sur le pick and roll, c'est de voir si Rob Williams peut rester sur Clint Capella en permanence. Je sais que Mazzulla a dit en conférence il aimerait bien faire jouer Rob en même temps que Clint Capella pour un peu cloner leurs minutes et faire en sorte que Rob puisse défendre dessus. Il faut voir s'il le fait vraiment, s'il le fait start à la place de Derrick White. Ça aurait du sens contre une équipe qui joue assez grande quand même avec Capella et Collins. Donc ça, on verra. Sinon, moi, j'avais noté de l'autre côté du terrain en attaque.
Quelque chose que j'ai vu aussi, enfin qu'on fait beaucoup, mais qu'on a fait, beaucoup contre des équipes qui ont un défenseur, très faible et très petit, ce qu'ils essayent de cacher, c'est, des écrans off ball, posés par, Derrick White ou posés par Marcus Smart ou posés par Malcolm Brogdon, à savoir la personne que Trae Young va essayer de défendre et donc se planquer. Si ces personnes-là, donc Derrick White ou Marcus Smart, posent des écrans off-ball, Trae Young se retrouve souvent directement, dans l'attaque, donc à défendre le pick and roll, par exemple. Et là, si Trae Young se retrouve directement à devoir défendre Jason Tatum ou enfin, je dis Trae Young, ça peut être Bogdanovic aussi, hein. En gros, c'est, le garde faible défensivement. Donc si ces 2-là se retrouvent à Mmh. défendre, Tatum ou Brown, bah là, ça ouvre vraiment beaucoup de choses, sachant que nous, ce qu'on fait, c'est en gros, c'est du drive and kick, hein, c'est assez simple, hein, on drive, Mmh. s'il y a une ouverture, on met un panier, s'il n'y a pas d'ouverture, on kick à 3 points et on a que des très bons tireurs à 3 points, sauf Rob, en gros, dans la rotation de playoff. Donc voilà, ça peut être c'est quelque chose qu'on a vu, qu'ils ont fait contre Trae Young déjà, et je pense que ça peut être une des clés de ça, c'est-à-dire vraiment attaquer en permanence les meneurs faibles défensivement. Je voudrais juste rebondir sur un truc qu'Elias a dit, c'est par rapport aux minutes de Robert Williams par rapport à Clint Capella. Je me demande si est-ce que, je ne sais pas si dans quelle mesure c'est une bonne solution, d'essayer aussi d'inverser sur quelques séquences et au moment où on a Capella, de jouer avec Ford en 5 et de jouer qu'avec des shooters et forcer Capella un peu à sortir, à être obligé un peu de défendre à 3 points et du coup, bah, automatiquement de libérer des brèches et des espaces pour les drives de Tatum, de Jalen Brown dans la raquette. Je ne sais pas dans quelle mesure Mazzulla va opter pour cette option. Est-ce qu'il va le faire? S'il va le faire, pendant combien de temps? Je sais pas trop, je sais pas trop s'il pense à ça. Ouais. Moi, pour ma part, alors pareil, je vais être assez focus sur le côté défensif parce que ça n'a pas toujours été non plus la marque de fabrique de ce Celtics 2022-2023. Euh, Après, je vous cache pas, mais sans doute que je suis marqué par le dernier match des Hawks face au Heat où ils auront vraiment marché dessus au niveau du rebond. Alors même si on est une équipe tout à fait correcte au rebond, on n'est pas non plus les plus grands de la Terre. Donc ça pour moi ça va être aussi... D'ailleurs Titouan, c'est ce qu'on disait un petit peu avant d'enregistrer, c'est qu'il marque énormément sur seconde chance. Donc si on leur limite ces munitions-là, déjà pour moi c'est une grosse partie du travail qui est fait et on pourra commencer à les ralentir sérieusement. Donc c'est quelque chose collectivement que je vais regarder d'assez près. Euh, Après, Elias, donc justement, tu mentionnais les différents matchs. Alors, pour moi, c'est l'occasion de rappeler que sur la saison, on est à 3-0. Alors, le dernier match de la saison régulière, voilà, là, c'était bout de banc, donc ça compte pas. Il y a eu un match en mi-novembre où Boston a gagné assez largement, et un autre match, je ne sais plus quand exactement, où Boston gagne de 10 points, sans être hyper inquiété de mémoire. Donc bon, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, encore une fois, saison régulière, playoff, tout ça, c'est des contextes qui sont vraiment très 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 différents. Euh, Là où je suis, tu vois, Elias, tu parlais des minutes, inverser les minutes White et Rob Williams. Est-ce que, d'ailleurs, moi c'est la question que je me pose en fait, c'est qui va starter chez nous? Parce qu'on pourrait aussi être très tenté quand arrive en face Trey Young et Dejounte Murray de mettre White et Smart d'entrer dans le 5. Ça va être quoi pour vous? Vous voyez ça comment? Tu penses que Brown n'est pas capable de défendre sur des gens de Temer? Non, plus sérieusement, c'est vrai que l'option de garder Derrick White peut être pas mal. Le problème, c'est que je ne sais pas si Al Horford pourrait défendre Clint Capella pendant 40 minutes. Je vois plus, ne serait-ce que pour la bataille du rebond par rapport à la taille, la hauteur et tout, je verrais plus un Robert Williams. Après, comme on l'a dit,
enfin comme j'avais laissé supposer, l'option d'avoir, Robert Williams, sur quelques minutes, qui est sur le banc pendant que Capella est sur le terrain, et du coup avoir, cette possibilité d'avoir quasiment 5 shooters sur le terrain, ça pourrait être très intéressant offensivement et de toute façon défensivement, on a tellement de bons défenseurs dans l'équipe, on a quasiment que ça à part, 1 ou 2 joueurs dont je ne citerai pas le nom. Sinon on a tellement de bons défenseurs que ça m'inquiète, assez peu, de savoir qui va commencer. Ilias, Du coup, je pour toi, réponds pas du tout à ta question, désolé. non, ouais, est-ce que vous avez un 5 en tête pour nous? Parce qu'en plus de ça, je rappelle que sur ce dernier mois, hein, même si Rob, vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs, les copains, et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs, s'ils l'ont pas déjà fait, à écouter ce podcast qui dure une éternité, mais qui est très, très intéressant, avec Johan et puis toi, Titouan, qui est en back-to-back, donc on salue l'effort aussi, hein. On, au moins, on sait qu'on n'a pas All Orford au trèfle, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, Est-ce que, Elias, toi, tu étais prêt à prendre le pari que Rob Williams est titulaire d'entrée là, dès samedi? Franchement, on parle de Joe Mazzulla, moi je prends aucun pari sur ce mec, il a l'air un peu bizarre, un peu fou. Donc non, je ne prendrai aucun pari. Il a l'air de dire, enfin il y a eu une interview en un entraînement où il disait qu'il voudrait faire jouer Rob et Capella en même temps. Donc ça voudrait laisser penser qu'il ferait starter Rob parce que Capella start forcément. Mais je sais pas, ça se trouve il envoie ça pour brouiller les pistes ou je sais pas. Là, cette saison, la line-up avec White est largement meilleure que la line-up Horford-Williams. Donc Hmm. à voir. Moi, je pense que Tatum est capable de défendre Collins et je pense que Brown est capable de défendre Hunter ou Murray, pardon. Kidé. Donc ça devrait aller. Après, franchement, là, j'en ai aucune idée. Je veux pas broder pendant 5 minutes pour dire ça. Je pense que je pense que même eux, ils sont pas encore sûrs à 100% et ça peut changer d'un match à l'autre. Si on prend un peu par secteur maintenant, vous direz que qui a l'avantage? Si on prend par exemple, si on fait trois groupes, un peu comme au All-Star Game, meneur, les ailiers, intérieur. Qui vous voyez avoir un avantage clair sur chaque position quand vous faites l'opposition dans votre tête entre les deux équipes? En fait, je réfléchis toujours, avec les Celtics en défense, parce qu'en fait, les Celtics offensivement, je vois pas, dans quel secteur et enfin, dans quel monde les Hawks arrivent à ralentir les Celtics. Non pas que les Celtics ont une attaque, qui fonctionne toujours à merveille, mais ils ont quand même une excellente attaque et surtout enfin, les Hawks ont individuellement deux trois bons défenseurs, mais pour moi, ils n'ont pas assez de matériel pour défendre 48 minutes, heu, enfin non-stop, et sur plusieurs matchs, les Celtics. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que je réfléchis beaucoup sur l'aspect défensif des Celtics Hmm. et du coup, vu comme ça, je dirais que par exemple sur le backcourt, je pense que donc défensivement, on a l'avantage, ce qui va nous permettre je pense qu'on a le matériel pour contenir Murray et Trae Young, et Bogdanovic si on le compte dans le backcourt. Je pense que sur les ailes, on a aussi le matériel pour contenir, DeAndre Hunter qui, comme le disait Elia, je pense que c'est surtout Jaylen Brown qui va défendre dessus parce que DeAndre Hunter va être l'attaquant le moins, comment dire, qui va créer le moins de danger par lui-même. Et je pense que Tatum peut très bien s'occuper de John Collins. Et c'est peut-être au poste 5 où il y aurait peut-être un peu plus de bataille. Horford et Robert Williams sont d'excellents défenseurs, mais on l'a vu, Clint Capella, Bam Adebayo aussi est un excellent défenseur, et on a vu que Capella, lui, ça lui faisait pas peur pour prendre un paquet de rebonds. Donc bon, on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, la bataille du rebond qui va être très importante. Donc je dirais que sur ces trois secteurs, s'il y en a vraiment un où les Hawks pourraient nous embêter un peu, je dirais que c'est le secteur intérieur. Ouais, juste pour rebondir sur ça, parce que c'est vrai que t'en as parlé, j'en ai parlé du match de Capella contre le Heat. Faut quand même préciser que le Hit, derrière Bam Adebayo, pardon, il n'y a personne au rebond, hein. Il est
vraiment, vraiment tout Hmm. seul. Donc Ouais, c'est c'est pas que vrai, de sa c'est faute. Nous, vrai. on a quand même Tatum qui est à plus de 8 rebonds par match, je crois, un truc comme ça cette saison. Enfin, Tatum et Brown sont d'excellents rebondeurs, surtout quand ils ont envie. Orford, il a un autre niveau au niveau du rebond qui arrive en playoff. Enfin, ça se voit à tous les matchs importants, tous les matchs contre les Sixers ou les Bucks. Tout d'un coup, il se souvient qu'il faut box out et il se souvient qu'il peut sauter pour prendre des rebonds. C'est pas une critique, hein, attention, il a 35 ans, c'est normal qu'il se garde dans les matchs pas importants en saison régulière. Donc je pense que Âge hautement calomnie, 35 ans. ah ouais, il est vieux, attention, hein. Non, je rigole. Et donc je pense qu'en termes de match-up 1 contre 1, Capella est le meilleur rebondeur de la série, c'est sûr. Après, Hmm. sur tout le reste, on a quand même les armes pour compenser. Il suffit de le box, enfin il suffit de le box out. Attention, hein, moi j'y arriverai pas. Mais mais s'il est box out, ça devrait aller. Et derrière, les autres savent très bien prendre des rebonds et surtout les matchs où c'est important. Enfin, on voit de toute façon cette saison, on a mal joué contre les mauvaises équipes et bien joué contre les bonnes équipes. En gros, si on fait le résumé, donc en playoff, j'espère qu'ils se concentreront sur quelque chose aussi basique que les rebonds, quoi. Ah, mais c'est pas encourageant parce qu'on a plus ou moins dit que les Hawks c'était pas une très bonne Oui, équipe, mais on est en playoff, il n'y a plus de mauvaises équipes, il n'y a que gagner des matchs de playoff, là, c'est plus la même chose. Et tous les matchs sont sur antenne nationale, donc là, il y a pas de raison de ne pas vouloir être vu. Euh, Il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui joue aussi grandement en notre faveur, c'est le manque d'expérience de ces Hawks. Alors on l'a évoqué parce que c'est une équipe jeune, mais c'est vrai que l'expérience playoff, finalement, ça se résume à peau de chagrin quand même. Il y a eu ce run face aux Knicks. Ah, ils ont battu les Il y a Sixers quand même, quelques... sur ce run. Oui. Mais oui, en gros, si on résume, il y a Trae Young et quelques autres, enfin et Capella et quelques autres de cette équipe-là qui sont allés en finale de conf il y a 2 ans. Et après, c'est Capella à Houston qui a un peu d'expérience, il me semble. Je Hmm. me souviens pas exactement ce qu'il a gagné comme tour de playoff, mais il en a gagné. Et sinon, derrière, bah, il il fait fait la la finale de finale, je crois conf, non? qu'il y est encore, ouais. Oui, oui, c'est encore l'année Harden, donc il y est encore. Mais sinon, en dehors d'eux, il y a personne qui a vraiment de l'expérience. Euh, je sais pas, Quinn Snyder est un bon coach que je respecte, surtout en saison régulière, mais en playoff, il y a pas, il a pas un excellent bilan, surtout quand on oublie Disney World. Euh, donc ouais, non, je pense il y a clairement l'expérience, on a largement le dessus. Sur nous, tout notre roster, hein, littéralement, à part Malcolm Brogdon, est allé en finale de NBA l'année dernière, donc ouais, on a l'expérience et il y a un manque d'expérience du côté des Hawks s'il se voit en saison régulière, je pense qu'il va être vraiment mis à l'écran pendant tous les playoffs, pendant toute la série de playoffs, parce que bien sûr, ils ne gagneront pas cette série de playoffs. Et il y a peut-être juste au niveau du coaching où c'est vrai que tu le disais, Quinn Snyder a pas toujours eu des belles choses en playoff, mais au moins lui a déjà fait les playoffs. C'est vrai que Mazzulla, qui fait plutôt une bonne saison, n'a pour l'instant jamais coaché une équipe NBA en playoff NBA. Et d'ailleurs, on en parlait entre nous sur la fin de saison, après le All-Star Game, il y avait quelques rotations, quelques petits trucs qui nous ont un peu fait tiquer. Donc voilà, à voir est-ce que c'était juste des tests, justement en attendant les playoffs ou pas. Mais oui, c'est quand même quelque chose à mentionner, c'est que s'il y a bien un endroit où on est moins expérimenté que les Hawks, c'est sur le coaching en playoff. Alors, Titouan, pas merci de me détruire ma dernière partie, mais Ah, c'est pas grave. désolé. Parce que justement, je voulais évoquer le duel des coachs, parce que c'est vraiment, là pour le coup, c'est aussi très marquant dans l'opposition, dans le sens où on a un coach vraiment très jeune qui vient d'arriver au coaching, faut pas exagérer non plus, parce qu'il était dans l'organisation depuis un moment de Boston, mais on a Joe Mazzulla qui arrive avec ses principes très forts, très marqués, mais qui n'a pas été non plus à l'épreuve du feu. Et à contrario, on a Quinn Snyder, comme vous l'avez très bien dit, messieurs, c'est-à-dire qui est un très bon coach de saison régulière, qui cale un peu en playoff. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour lui de, je sais pas comment dire, déjà tu passes par un trou de souris, tu te retrouves au playoff, c'est pas
inespéré, mais quand même pas très loin. Euh, Est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour lui de tenter des choses, sachant que pour lui c'est que le début du projet finalement, il a le temps aussi. Tenter des choses, je suis pas sûr, parce que je pense qu'on a une recette qui marche et qui est pas, elle est pas sorcière, mais elle est un peu dure à défendre quand même. Donc je pense que tenter peut-être quelques défensivement, je pense que apparemment c'est lui, le cerveau de la défense, de l'année dernière. De tout ce que les gens disent, apparemment c'est lui qui était un peu le coordinateur défensif, de cette défense, avec Horford et Williams, qui marchait si bien. Donc je pense que peut-être que défensivement, il a quelque chose à amener qu'il n'avait pas le temps de préparer pour la saison régulière. Après, je pense qu'il y a tous les problèmes qu'on voyait, c'était des problèmes de saison régulière, hein, les rotations en gros les rotations et les time-out. Je pense que ça n'arrivera pas en saison régulière parce que concrètement, on a notre rotation de playoff qui est assez déterminée. Euh, je pense qu'il sera capable de bench Grant Williams par exemple s'il est très mauvais pour essayer de faire jouer un Sam Hauser ou un Luke Cornett ou un Mike Muscala si jamais le match-up et les conditions s'y prêtent. Peut-être qu'il le fera. Je pense qu'il a montré qu'il était capable et qu'il osait bench un joueur comme Grant si ça marchait pas. Mais à côté de ça, je pense que le problème de timeout, enfin, honnêtement, si tout le monde peut le voir, si tous les imbéciles de Twitter et tout le monde qui regarde le match peuvent voir que là, il faut prendre un timeout, je suis désolé, Joe Mazzulla, il sait qu'il faut prendre un timeout. Il le fait pas parce que il veut que les joueurs jouent. Il le dit, il le répète. Il le fera pas pendant les playoffs. Il le fera peut-être une fois parce qu'il a raté le coche ou parce qu'il pensait qu'ils allaient mettre un panier ou il croyait au système qu'il avait appelé, mais il le fera plus en playoffs. Ça, c'est toujours un peu le débat qui m'a énervé toute la saison. Donc voilà, après l'opposition à Quinn Schneider est pas en sa faveur, mais il est là depuis 2 mois, le coach d'Atlanta, il est avec le staff de Nate McMillan, qui d'ailleurs il y a toujours le frère de Nate McMillan dans ce staff, c'est assez bizarre. Il joue avec enfin il y a un mélange de système de McMillan et de nouveaux systèmes qu'il a implantés, donc c'est un peu quand même une situation pas facile pour eux. Donc, je sais pas si on a l'avantage total parce qu'il y a un manque d'expérience du head coach, mais on peut pas dire qu'on est en désavantage vu les conditions en face, quoi. Euh, Quel est pour vous, je vais revenir plus au terrain maintenant, les joueurs qui peuvent être un petit peu des deux camps, hein, qui peuvent être un petit peu les Sam X-Factors, Hauser. Non, pardon, des, c'était une blague. Enfin, pas vraiment une blague, mais un peu quand même. euh, quel est le joueur dont on n'attendait pas qui peut prendre une place prépondérante dans cette série? Je pense que niveau Celtics, il peut être le facteur X de toutes les séries, mais c'est encore plus valable sur celle-là et encore plus maintenant parce qu'il sort d'une fin de saison assez cata, c'est Grant Williams. Je Hmm. pense que si on retrouve le Grant Williams de début de saison ou même le Grant Williams des playoffs de l'année dernière, euh, alors je pense que les Hawks n'existeront pas, même si on n'a pas un excellent Grant Williams. Mais même globalement, pour les playoffs des Celtics, si on retrouve le Grant Williams des playoffs de l'année dernière, voilà, qui a défendu KD, qui a défendu Giannis, je pense vraiment que ça peut soulager énormément, aussi bien en défense qu'en attaque, les Ouais, en gros, on Celtics. lui demande de pas dribbler, quoi. Et normalement, tout devrait bien se passer. Exactement. En saison régulière, c'est quelque chose qui me gênait pas tant que ça parce que voilà, le gars était en dernière année de contrat, il veut montrer qu'il a fait des progrès sur son dribble, sur la façon d'attaquer les close-out, tout ça. Et d'ailleurs, il y avait deux, trois trucs qui étaient vraiment pas mal. Mais là, on est en playoff. Là, c'est fini les tests, c'est fini les répétitions pour progresser. Là, il faut juste gagner des matchs et du coup faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire grosse défense, polyvalente et rentrer tes 3 points. Elias? Ouais, bah, je suis d'accord avec Ethan. Je pense que Grant, c'est un peu l'arme ultime du système. C'est-à-dire que c'est le défenseur presque parfait contre les bons match-up. Parce qu'il est. Enfin, on l'a vu, hein, il peut défendre Kevin Durant et Antetokounmpo. Franchement, je vais pas. Même si j'ai eu mes soucis avec lui cette saison, on peut pas nier le fait qu'il a été très très important pendant les playoffs la saison dernière. Donc, s'il retrouve ce niveau-là, ça va être magnifique. Je pense que contre les Hawks, je suis pas sûr qu'il ait ce même impact, même s'il a ce niveau, parce qu'il n'y a pas vraiment de profil en face
qui est vraiment le même et qui pourra défendre. Je sais qu'il aime bien croire qu'il peut switch sur tout le monde, mais non, Grant Williams, tu ne peux pas défendre Trae Young. Donc je suis pas sûr que Grant Williams soit vraiment le facteur X. Après, comme l'a dit Tutoin, je pense qu'on n'a pas besoin de facteur X. Justement, vu qu'on en a pas besoin, moi j'aimerais bien voir Sam Hauser. J'aimerais bien voir s'il peut jouer en playoff, voir s'il peut se faire lancer en fait. C'est parce que bon, c'est un peu anecdotique parce que c'est 3 matchs, dont un qui compte pas, mais sur 3 matchs contre Atlanta cette saison, il a 17 sur 25 à 3 points quand même. 60, ça fait quoi 68%. Donc bon, ça veut pas dire grand Correct. chose, mais oui, Titouan, non, je ne pense pas qu'il ne sera dans la rotation de playoff. Mais s'il peut l'intégrer, s'il peut trouver des minutes, franchement, ça peut être. Et s'il peut le lancer, hein, s'il rentre pas ses tirs, il va vite ne pas jouer. Mais s'il rentre ses tirs, ça règle beaucoup de choses pour les secondes units. C'est-à-dire que si la classique Tatum plus 3 bancs, enfin Brogdon plus 3 joueurs de banc, si tu peux intégrer Sam Hauser à ça, ça fait une attaque absolument redoutable, même pendant les minutes où les autres titulaires sont pas là. Et là, enfin, si on met plus 12 pendant les minutes où Brown, Smart, White sont pas là, franchement, on va bombarder les Hawks, quoi. Et c'est vrai que si je peux rajouter sur Grant Williams, c'est possible aussi que la match-up des Hawks, comme le disait Elias, c'est peut-être pas la meilleure pour lui, et c'est possible qu'il ait pas tant de minutes que ça, parce que on l'a vu sur Giannis, sur KD, Grant c'est quelqu'un qui peut défendre des joueurs plus grands que lui, mais parce qu'il est très physique, très dur au sol, et du coup il va défendre des joueurs qui sont pas forcément très, bon alors j'allais dire très explosifs, bon Giannis est évidemment très explosif, mais dans leur jeu pas très aérien on va dire. Là où Grant Williams contre les Hawks, il serait probablement sur du John Collins par exemple, et John Collins est quand même très aérien justement dans son jeu, dans ses finitions. Et là, il pourrait avoir plus de problèmes. Donc c'est vrai que je pense pas que Grant Williams aura beaucoup de minutes contre les Hawks. Et bon, sur Sam Hauser, pour moi, voilà, il doit jouer 35 minutes, hein. Et s'il Non, y a des victoires des Hawks, parce que vous m'avez parlé, vous êtes centré sur nous, et s'il y a des facteurs X pour Atlanta qui peut faire basculer un ou deux matchs, ce serait Pour moi, qui? c'est s'ils arrivent à débloquer John Collins en attaque, parce que en fait, il est très mal utilisé, je trouve. Il a ses torts, mais il est très mal utilisé. Il n'est pas servi comme il faut. Il est utilisé un peu comme un stretch, enfin comme, je sais pas, comme Tobias Harris, sauf qu'il stretch pas aussi bien et il défend pas aussi bien. Et les joueurs autour de lui sont pas aussi bons, donc enfin bref, ça marche pas quoi. S'ils arrivent à le débloquer, à lui trouver du jeu, à lui trouver des touches de balle plus bas dans la peinture, plus proche quand même du panier, ça peut être bien pour eux. S'ils l'utilisent comme un tireur à 3 points qui pose des écrans une fois de temps en temps et qui fait des end-off pour Trae Young, franchement, leur attaque est quand même vachement prévisible et ils ont pas grand-chose à nous. Pas grand-chose pour nous faire peur, quoi. Donc pour moi, c'est John Collins. Pas que s'ils jouent très bien, ils vont gagner, mais peut-être qu'ils pourront gagner un match si il a un bon match et qu'il fait un 20-10 et qu'il accompagne Trae Young qui fait un très bon match, quoi. ouais, plutôt d'accord. Surtout que la plupart des role-players qui sont autour, c'est beaucoup de. Alors, je vais caricaturer, mais c'est beaucoup de 3 on va dire, enfin joueurs de bout de chaîne en fait. Les Jay Griffin, les DeAndre Hunter, Jalen Johnson, bon c'est pas vraiment un 3 mais voilà, c'est des joueurs de bout de chaîne qui, même s'ils sortent un très gros match, qui mettent tout à 3 points, euh, c'est pas eux à, c'est pas à eux seuls qui vont te faire gagner un match. Si je pourrais juste dire un autre nom, Collins, histoire de dire un autre nom, c'est la réponse facile. Mais je ne serais pas étonné si. Alors, je pense que les Celtics, on va arriver au prono et il y a de grandes chances que puisse se finir en sweep. Mais je pense que si on perd un match, ce sera parce que Trae Young aura sorti une dinguerie, genre 45 points ou un truc comme ça. Alors, c'est un peu facile de prendre le meilleur joueur d'en face comme Factor X, mais il y a un monde où les Celtics perdent au moins perdent un match et potentiellement qu'un seul, perdent qu'un match et c'est une dinguerie de triangle. Eh ben justement, merci pour la passe D, Titouan. On va aller directement sur les pronos du coup. Donc je vous sens très 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 confiant les gars. Donc
Ça dit quoi chez vous? Bah, allez, je vais quand même dire un sweep. Je pense qu'on sweep parce que même s'il y a la possibilité d'une dinguerie de Trae Young, voilà, qui, comme dit, qui met 40-45 points, je pense qu'on a les outils offensifs et défensifs pour réussir à gagner le match malgré un gros match de potentiel de Trae Young. Et surtout, en fait, je vois pas défensivement comment les Hawks peuvent nous contenir offensivement. Elias? Ouais, ça va être un peu embêtant, je suis désolé, mais c'est pareil que Titouan, hein, c'est pas impossible qu'on perde un match, mais pour moi, c'est plus possible qu'on les sweep. Comme Titouan a dit, défensivement, ils ont rien à nous proposer. Je pense que nous, défensivement, on peut quand même ralentir ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire. Et je pense qu'on a tout qui joue avec nous, l'expérience, l'envie, le stade. Même si Atlanta, ça fait quand même du bruit, ça n'a rien à voir face au TD Garden. Donc, pas sûr que les role players des Hawks réussissent à vraiment très bien jouer dans un TD Garden bouillant. Donc, ouais, je pronostique un sweep avec une option, peut-être 4-1 si, comme dit Titouan, un Trae Young monstrueux ou un match trou de vent des Celtics à 3 sur 32 à 3 points. Mais sweep. Ouais, moi je partirais. Alors je vais être le pessimiste de la bande et c'est bien normal. Je partirais sur un 4-2 Boston, tout simplement parce que je trouve que quelquefois on manque un petit peu de régularité, que sur certains matchs on est tombé dans une espèce de facilité, que je sais pas non plus où on est vraiment Rob Williams. Est-ce que s'il n'y a pas un coup de vent qui souffle un peu fort, il va pas être mis sur la touche pour préserver pour le reste et donc du coup bon un petit peu démobilisé, on s'en fait prendre un et puis le Trae Young game va sûrement arriver quand même. Sur 4 matchs, je me dis bon il y a quand même au moins une chance qu'il y en ait au moins un. Donc voilà, 4-2, voilà, je pense qu'on va passer, mais je pense que ça va pas être aussi simple que ça non plus. Parce que on l'a évoqué, mais à l'intérieur, ils ont de quoi nous embêter quand même sur la protection de cercle. Je les trouve quand même relativement intéressant. Même si c'est pas des bons défenseurs sur le reste, sur les extérieurs il y a quand même des joueurs avec du matos. Je me rappelle de Sadiq Bey qui, quand il jouait à Détroit, pardon, avait sur certains matchs avait vraiment quand même embêté Tatum. Je pense que Hunter peut faire du bon travail aussi, momentanément, hein, pas sur un match, mais donc si c'est un peu serré, peut-être que. Enfin voilà, donc je suis peut-être un peu plus méfiant mais parce que aussi la dynamique est moins flamboyante que l'année dernière. Donc c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a ce fameux bouton playoff qu'on va être capable d'enclencher comme certaines équipes étaient capables de faire par le passé? Je ne sais pas. Je demande à voir, donc je suis un petit peu plus prudent. Ceci dit, de toute façon, nous au trèfle, on se retrouvera pour faire la review de cette série, de voir ce qui a été et ce qui a moins été. Et puis on se retrouvera pour les previews, etc. On espère jusque très très, très tard. Messieurs, ainsi va se conclure cet épisode. Merci beaucoup à vous. Et je m'auto-félicite. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas parlé de positionless basketball. Et ça, c'est vraiment beau. Félicitations, Du coup, tu tu viens viens de de le le faire, faire. mais c'est pas C'est grave. Voilà. Et je n'ai pas dit le monde C'est merveilleux non vrai, c'est plus. vrai. Donc donc ça, c'est un petit message pour ceux qui nous laissent des messages sur Discord et sur Twitter. Sachez qu'on vous lit et ça nous fait marrer. Donc merci à vous de nous suivre et puis on se dit à très vite. Salut, Les gars. Salut. Bye bye. Who's gonna win it? The Celtics. Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.